c'est qu'on pouvait continuer à investir dans l'immobilier, donc dans l'hôtellerie notamment. Donc c'est un petit peu l'objectif de vous flécher un petit peu les zones et les types d'établissements dans lesquels on peut investir prochainement, avec modération bien entendu. Alors si ça fonctionne, au secours. Est-ce que... Parfait. Alors, avant de commencer, peut-être une petite mise à jour sur l'évolution des performances au cours de cette dernière période, de cette dernière année, où on voit sur l'Europe qu'on a un marché qui se remet progressivement sur les rails, avec un taux d'occupation, donc sur la courbe rouge, qui commence à rattraper la moyenne qui était observée entre 2009 et 2019. Donc c'est plutôt des choses qui sont... en tout cas favorables et qui sont poussés par le retour des déplacements internationaux et le retour des manifestations professionnelles notamment. On le trouve également sur la France, donc là avec les performances hebdomadaires, où on a des taux d'occupation qui frôlent les 65% en ce début novembre, donc qui est tout à fait encourageant. En tout cas, on essaye de prendre tous les faisceaux optimistes qu'on peut. Et là encore, avec une clientèle à la fois de loisirs, puisqu'on était sur un marché, sur une période pendant laquelle les Français sont beaucoup partis en vacances, ce qu'ils ne faisaient pas forcément à cette période. Et puis le retour des manifestations professionnelles, des Fashion Week, des Polytech et autres, qui ont dynamisé les marchés. Alors, si on regarde l'investissement, on est toujours, par contre, sur un investissement qui a fortement chuté en 2020, puisqu'on est sur des baisses de l'ordre de 26% jusqu'à 31% sur l'hôtellerie indépendante. Et sans vous dévoiler tous les chiffres qu'on a estimés pour cette année 2021, on est sur une baisse qui est à peu près du même ordre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, à chaque crise, il y a eu une baisse de l'investissement, mais qu'elle n'a jamais été aussi forte et en tout cas aussi marquée sur une période. À ça, effectivement, il y avait une grande crainte de la part des investisseurs et puis des financeurs qui ont un petit peu resserré les cordons de la bourse. Alors, là où on peut être un petit peu optimiste, c'est que nous, de notre côté, études de marché, on voit qu'on a depuis le mois d'août beaucoup de demandes d'études donc pour des projets, des évaluations également. Donc on a un sentiment en tout cas de reprise. Quand je discute avec nombre d'entre vous, c'est un petit peu la même chose, avec beaucoup de projets à étudier. Et c'est vrai qu'on a en ligne de mire notamment les Jeux Olympiques, en tout cas sur le marché français, qui permettent en tout cas d'avoir un objectif en termes de timing d'investissement qui devrait faire relancer la machine. Donc, en termes de localisation sur le marché français, donc là, on est encore sur le marché de l'hôtellerie. On voit sur la période 2017 à 2019 que les investissements se sont logiquement concentrés à la fois dans les agglomérations, donc on va retrouver Bordeaux, Strasbourg, Lille, l'Île-de-France bien entendu, et puis les zones littorales avec l'ensemble du pourtour méditerranéen et la côte atlantique également. Une mention également sur la montagne, dans laquelle il y a eu beaucoup d'investissements, et notamment avec un début de conversion du paysage hôtelier dans ces zones. Alors, ces investissements ils sont concentrés dans ces zones de manière assez logique, puisque quand on regarde l'évolution du RevPAR par type de localisation, forcément, Paris et Île-de-France étaient les zones qui qui enregistraient les meilleurs RevPAR, suivies par le littoral urbain, et les zones littorales. Et ensuite, on avait les zones, donc l'urbain qui concentre aussi bien des grandes agglomérations que des plus petites villes qui étaient un petit peu moins forts en termes de RevPAR, avec une partie d'offres économiques aussi plus importante. Et ensuite, la montagne et le rural. 2020 est venu bouleverser un petit peu cet équilibre avec une forte baisse des RevPAR dans les zones, Paris, Île-de-France, et puis un littoral qui à la fois a été moins impacté pendant cette période et surtout qui a montré une plus forte résistance en 2020 avec des croissances, en 2021 pardon, avec une croissance supérieure aux autres régions. Donc on le voit notamment en termes de RevPAR ici, avec des hausses qui sont de l'ordre de 56% sur le littoral urbain, de l'ordre de 24%, de 31% sur les autres littoraux, donc les plus petites communes.
et de 24% sur l'urbain, et des hausses qui sont assez importantes quand même dans les autres zones. Juste Paris et l'Île-de-France restent un petit peu en retrait, notamment du fait du manque de la clientèle internationale, donc qui est revenue jusque-là. On espère qu'elle continuera à revenir. Et puis des déplacements qui sont liés aux événements, donc qui sont revenus également en deuxième partie de période. Alors du coup, où faut-il investir en priorité? Donc déjà, les agglomérations conservent des fondamentaux qui sont solides. Malgré tout, même si elles ont été fortement impactées, on a quand même des équipements en termes de manifestations professionnelles, on a des équipements touristiques, des infrastructures de transport qui permettent d'avoir confiance dans ces développements. Le point d'attention qui sera important, ça va être les coûts d'accès aux fonciers ou aux actifs existants qui ont tendance à progresser. Et donc là, la question va être de savoir est-ce qu'il va falloir continuer d'aller créer des actifs greenfield, ex-liglo, ou alors est-ce qu'on va plutôt travailler sur de la conversion d'actifs, que ce soit de la transformation de bureaux en hôtels ou de la transformation de logements en hôtels, même si c'est moins facile dans ce cas. Donc ça, c'est vraiment une vraie question. Et c'est vrai qu'une étude qui a été parue récemment a montré qu'en Île-de-France, par exemple, l'ensemble des friches immobilières en Île-de-France correspondait à la moitié de la superficie de Paris. Donc ça permet d'envisager quelques développements, même si toutes ne seront pas faisables, bien entendu, pour de l'hôtellerie. Ensuite, on a les villes secondaires qui sont toujours attractives, et notamment les villes qui sont les plus attractives, ce sont celles qui cumulent à la fois tourisme d'affaires et tourisme de loisirs. Donc on a un certain nombre de villes dans lesquelles les taux d'occupation sont supérieurs à 60% en 2019 et jusqu'à 70%, donc toujours en 2019. Ce qui va être important dans ces zones, c'est d'aller créer des actifs qui vont un petit peu renouveler le marché et sortir un petit peu d'une offre qui reste souvent un petit peu standardisés pour aller avoir des établissements qui vont être un peu plus novateurs dans leur approche. Et puis, on a des zones tertiaires qui restent toujours dynamiques. Alors, petite explication sur la façon dont on a nommé les zones tertiaires et les zones secondaires pour éviter les accès de chauvinisme ou de régionalisation. En fait, les zones secondaires, ce sont les villes dans lesquelles, enfin les marchés dans lesquels il y a à peu près entre 20 et 50 hôtels de chaîne. Et les villes tertiaires sont celles dans lesquelles il y a moins de 20 hôtels de chaîne, entre 10 et 20 hôtels de chaîne. Donc on voit qu'on a quand même un certain nombre de villes tertiaires dans lesquelles il y a un potentiel de marché, un potentiel de développement. Alors, il n'y aura pas la place pour tous parce qu'on va rester sur des petits marchés. Par contre, ce sont des zones dans lesquelles ça vaut le coup d'être un petit peu innovant et notamment d'avoir des établissements qui vont être peut-être de plus petite capacité ou qui vont être sur des positionnements différents. Et pourquoi pas avoir des établissements qui ne vont pas être uniquement focalisés sur de l'hôtellerie, mais pouvoir avoir un mix entre plusieurs usages. Et puis, littoral et montagne, on a également un modèle qui doit être réinventé. On a vu que la montagne était un marché qui se développait de manière très forte au cours des dernières années, avec de nouveaux types d'établissements comme le Rocky Pop, le Basecamp à Bourg-Saint-Maurice ou la Folie Douce, avec une nouvelle dynamique dans ce type d'établissement. Sur le littoral, ça va être la même chose. On a certaines zones, les zones majeures, comme les villes de Nice par exemple, Marseille, dans lesquelles il y a déjà une offre qui est structurée, mais on parle aussi des zones littorales plus petites, sur lesquelles il y a toute une dynamique de resort à recréer, une dynamique de destination à recréer, avec des problématiques de saisonnalité et d'accessibilité dont il va falloir prendre en considération. Et ensuite, dans le type d'établissement, donc c'est une présentation que vous connaissez où on vous dit régulièrement qu'il va falloir ne plus se concentrer uniquement sur l'hébergement mais avoir des offres de prestations complémentaires. Alors on a fait l'exercice pour regarder quel pouvait être l'impact de différents types de prestations sur le RevPAR dans des hôtels milieu de gamme. Donc on a regardé les performances, l'écart de performance entre la période entre 2015 et 2021. Pour les villes secondaires, ce qu'on voit, c'est que pendant longtemps, le restaurant n'a pas fait forcément la différence en termes de RevPAR. Par contre, qu'il a été clé pour la reprise en 2020 et 2021, à une époque où les restaurants étaient fermés par ailleurs.
Sur les salles de réunion, c'était un petit peu l'inverse puisque les réunions étaient interdites. Par contre, l'espace fitness a toujours fait la différence en termes de RevPAR. Et la piscine, c'est un élément qui est intéressant puisque on se souvient que des visionnaires avaient souhaité créer des piscines dans les Novotel, y compris dans des zones qui n'étaient pas très ensoleillées. Et je pense qu'ils seraient contents de voir que dans ces villes, en tout cas, en 2020-2021, ça a vraiment fait un impact positif en termes de RevPAR. Dans les villes secondaires, on a un impact qui est encore plus marqué, donc une vraie différenciation avec ces équipements. Et par contre, c'est vrai que quand on est sur des villes primaires, donc on retrouve un impact qui est lié vraiment à la localisation, où les gens recherchent avant tout une localisation à proximité de leur lieu de travail ou de visite, et que ces équipements ont été moins marquants. À part sur la piscine, donc c'est intéressant, notamment avec le phénomène des staycations. Alors, il me reste 2 minutes pour aborder 2 autres types d'actifs qui se développent. Donc, il y a notamment le co-living, donc, qui est un type d'établissement dont tout le monde parle, un petit peu mix entre l'hôtellerie et le logement, qui évolue un petit peu entre les deux en fonction de la demande existante et puis des réglementations locales. Donc là, on sait qu'on est sur un marché qui est en train de se structurer, sur lequel il y a des acteurs qui sont là de plus en plus présents, qui se cherchent encore. Donc c'est un modèle sur lequel une rentabilité doit être recherchée. Mais sur lequel il y a un potentiel. Certains disent que la demande est 10 fois supérieure à l'offre. Là encore, je pense que sur une grande partie, on est quand même plus sur un modèle de longue durée, donc qui ne va pas aller confronter frontalement l'hôtellerie. Donc j'avance du coup assez rapidement sur l'hôtellerie de plein air, qui est un autre type d'actif qui est intéressant aujourd'hui, puisqu'on est vraiment sur un marché à la fois qui monte en gamme, qui se structure et sur lequel on a de nouveaux investisseurs qui arrivent de plus en plus présents. Et quand on voit notamment les dernières transactions, alors en termes d'investissement, on voit qu'on a des investissements qui sont à la fois de plus en plus élevés et qui vont accompagner une demande qui croît de manière très forte au cours des dernières années et qui s'est confirmée lors des 2 derniers étés. Et ce qu'on voit notamment, c'est qu'on a quand même eu des transactions majeures sur la dernière période avec PAI qui a repris European Camping Group, KKR qui a repris Roompot, donc on est plutôt là sur un paysage néerlandais, et Blackstone qui a racheté Bourne-les-Jures avec des montants de valorisation qui sont très élevés et qui pour certains, donc en fait tout dépend de la structure de camping, est-ce qu'on est sur des emplacements, est-ce qu'on est sur des chalets, sont peut-être parfois comparables à de l'hôtellerie. Donc je dirais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est l'hôtellerie continuer à investir et notamment en ciblant des clientèles multiples et proposer des éventails de services, s'ouvrir également au marché secondaire puisqu'il y a encore de la place dans ces marchés tout en conservant l'intérêt sur les marchés, les grandes agglomérations, mais avec des modèles de développement un peu différents. Du co-living en privilégiant les zones urbaines avec des clientèles mixtes, mais des questions de réglementation qu'il va falloir gérer. Et puis, toujours dans l'hôtellerie de plein air, accompagner à monter en gamme et développer l'offre de service. Je vous remercie.